Bonjour à tous, nous nous retrouvons cet après-midi donc pour faire un point d'actualité sur les dernières évolutions du régime juridique des baux d'habitation dans le cadre de la sortie du traité des baux d'habitation et professionnels qui a été édité aux éditions du Moniteur. Trois intervenants assureront la conférence. Philippe Pelletier, euh, sous la direction duquel le traité a été euh, dirigé, rédigé, président du plan bâtiment durable, Louis Dumerle, directeur juridique de l'ANIL, et Estelle de Bossard, responsable du pôle aménagement et droit public de l'étude Monassier et Associés. Merci, bonjour à chacune et chacun de vous. Euh, j'ai le bonheur d'introduire ce webinaire en vous présentant le traité des baux d'habitation et professionnels, dont la couverture s'affiche à l'écran, que nous avons réalisé avec un nombre important d'auteurs, parmi lesquels Louis et Estelle, que vous entendrez dans un moment. Alors, moi, je veux vous raconter en quelques mots cette belle aventure que nous avons entreprise pour produire ce traité, qui est un ouvrage d'importance, puisqu'il fait plus de 1250 pages, mais il constitue, comme un traité doit l'être, une somme de la connaissance à un moment donné euh, autour d'un sujet. Ce sujet, comme vous le voyez sur le titre, ce n'est pas celui du bail d'habitation, c'est celui des baux d'habitation, c'est-à-dire que nous avons voulu, dès le titre, montrer l'extraordinaire diversité des statuts et des règles spéciales qui gouvernent cette matière de la location résidentielle. Et nous avons étendu le propos aux baux professionnels en considérant que ils étaient parfois oubliés et qu'il fallait leur réserver la place qu'ils méritent parce qu'ils ont un intérêt pratique tout à fait particulier. Si on revient à la vue précédente qui présente les auteurs, euh, vous relèverez qu'il y a 20 auteurs qui ont collaboré à cet ouvrage. Euh, une fois n'est peut-être pas coutume, plus de femmes que d'hommes qui ont pris la plume, et une assez grande diversité d'origines des auteurs qui permettent de produire un traité à la fois pratique, euh, technique dans les spécialisations qui sont à l'œuvre et varié dans son écriture, puisque nous avons laissé à chacun de nous, dans une charte éditoriale évidemment préexistante, la liberté de présenter les sujets à sa convenance. Donc, il y a 8 avocats, 2 membres du notariat, 3 enseignants, un membre de l'Agence nationale de l'habitat, un autre de l'Union sociale pour l'habitat, une journaliste, et puis, tout à fait important, une présence forte de l'Agence nationale d'information pour le logement, puisque sa directrice générale et son directeur juridique ont l'un et l'autre notamment pris la plume. Euh, remarquer la diversité des expériences, ce qui nous paraît de nature à avoir une approche pratique et efficace des sujets que nous traitons. Si nous parcourons ensemble rapidement les thématiques qui sont évoquées dans ce traité, vous voyez organisé en plusieurs parties, à la fois une partie générale à laquelle nous avons accordé de l'importance, et elle est souvent absente de ce type de publication juridique. Il nous a paru tout à fait intéressant que, au-delà
des questions de droit pratique qui sont évoquées dans le traité, nous puissions, chacun en fonction de ses goûts, retrouver ce qu'a été l'histoire des baux d'habitation, ce que la littérature a pu en donner, mais aussi de qui parle-t-on lorsque l'on traite des baux d'habitation, qui sont les bailleurs, qui sont les locataires, quelle est la part qu'elle représente dans l'économie générale du pays, quelles sont les politiques publiques qu'on a pu conduire, quelle est la fiscalité des baux, etc. Et puis nous avons organisé dans une deuxième partie qui a été largement conduite par Louis Dumerle, le statut privé du bail d'habitation autour de ce qui en fait la colonne vertébrale, c'est-à-dire la loi du 6 juillet 1989 et les évolutions qu'elle a connues au fil du temps. Une troisième partie est venue rappeler qu'il existait encore des locations soumises à la loi du 1er septembre 1948 et il nous a paru utile de maintenir cela dans ce traité. La quatrième partie est importante en volume. Elle est souvent absente de ce type de traité ou traité trop légèrement et nous avons sous la conduite d'Estelle de Bossard-Geniec, développer ce qu'est le statut social du bail d'habitation. Et puis, dans une cinquième partie, nous avons évoqué des situations plus particulières qui permettent de comprendre la diversité des baux d'habitation, que ce soit à usage de résidence principale ou de résidence plus temporaire ou secondaire. Enfin, une partie développe le bail professionnel, comme je le disais en introduction. Retenez aussi qu'il nous a paru intéressant de livrer un glossaire, c'est-à-dire un dictionnaire qui permet de donner les définitions des principales notions juridiques que nous avons traitées dans cet ouvrage, et nous avons développé des annexes qui sont autant de formules, de clauses et de lettres qui peuvent aider en pratique à s'orienter dans cette grande diversité des baux d'habitation et professionnels. Voilà cet ouvrage, nous en sommes fiers, nous pensons qu'il constitue une belle somme de la connaissance sur ce sujet et nous veillerons évidemment à en assurer la mise à jour quand cela s'avérera nécessaire. Je passe la parole maintenant à Louis Dumerle qui va développer l'actualité du bail d'habitation autour de son statut privé qui est celui de la loi de 1989, avant qu'Estelle de Bossard-Geniec fasse le même exercice à propos du statut HLM du bail d'habitation. Bonjour à tous et permettez-moi un mot d'introduction pour remercier très chaleureusement Philippe Pelletier et l'équipe du Moniteur. Je leur suis très reconnaissant de m'avoir permis de participer à cette aventure collective d'édition d'un nouvel ouvrage sur les baux d'habitation. Cet ouvrage s'est inscrit, s'est construit dans un contexte sanitaire tout à fait exceptionnel et je suis très heureux aujourd'hui de savoir cet ouvrage disponible et j'espère qu'il pourra être utile au plus grand nombre. Le challenge d'aujourd'hui est assez fort parce qu'il s'agit de faire un point d'actualité sur le droit des baux d'habitation pour le parc locatif privé, et ce dans un délai un peu court de 15 à 20 minutes. Donc on ne pourra malheureusement pas tout dire, mais je vous propose de faire différents focus sur les grands textes, les textes essentiels qui ont fait l'actualité de ces derniers mois, notamment depuis la publication de l'ouvrage en juin. Le point saillant de cette actualité est bien sûr la loi climat et résilience du 22 août dernier, qui marque la volonté du gouvernement de porter haut des objectifs ambitieux de rénovation énergétique du parc locatif privé.
Je vous propose donc de commencer par un point rétrospectif de ces nouvelles exigences de performance énergétique appliquées au rapport locatif. Puis nous pourrons évoquer les mesures issues de la loi de finances pour 2022 et bien sûr, ce qui est de très grande actualité, le projet de loi dit 3DS qui impacte notre matière des baux d'habitation. Sur le premier volet, celui des exigences énergétiques, il me paraît important de remettre les éléments dans leur contexte en commençant par un rappel des mesures qui étaient portées par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la loi dite TECV, et qui a été adoptée à la suite de la COP 21 et des accords de Paris sur le climat. Cette loi est la première à intégrer des éléments de performance énergétique parmi les caractéristiques de la décence. Et ce texte a renvoyé à des mesures réglementaires le soin de préciser ce critère de performance énergétique minimale. Ce fut l'objet du décret du 9 mars 2017, qui est venu préciser non pas un critère objectif, mais des qualités minimales que le logement doit recouvrir pour être qualifié d'énergétiquement décent. Le texte prévoit ainsi que le logement doit être étanche à l'air, par exemple les ouvrants, les portes, les fenêtres, doit être jointif, et il précise des éléments concernant l'aération du logement. À ce titre, les dispositifs d'ouverture, les éventuels dispositifs de ventilation doivent être en bon état. Ils doivent permettre un renouvellement de l'air, et l'évacuation de l'humidité selon des modalités, c'est important, qui sont adaptées aux besoins d'une occupation normale du logement. Voilà le droit positif, le droit qui s'applique aujourd'hui et que l'on peut déjà apprécier avec un peu de recul, notamment au regard des premières décisions des juges du fond. Et il ne faut pas se le cacher, ces premières décisions des juges du fond révèlent deux fragilités du texte. La première concerne les modalités d'application dans le temps, puisque le texte est silencieux sur ce point. Aussi très vite s'est posé la question de savoir si ces nouvelles exigences s'appliquaient seulement au flux, c'est-à-dire au nouveau contrat de location, ou si elles concernaient également le stock, c'est-à-dire les baux conclus avant l'entrée en vigueur du dispositif en 2018 et qui resteraient encore en cours. À ma connaissance, les premiers éléments de jurisprudence vont tous dans le même sens. J'ai ainsi noté plusieurs décisions de cour d'appel selon lesquelles les nouveaux critères de distance énergétique issus de cette loi TECV ne sont pas applicables aux baux conclus antérieurement. Enfin, le décret a fait l'objet de critiques de la part de certains acteurs de la prévention de la précarité énergétique, lui reprochant en substance de ne pas établir un indicateur unique, lisible et chiffré de l'indécence énergétique. Il est vrai qu'à défaut d'indicateurs objectivement qualifiables, on observe un contentieux important, en tout cas qui prend du volume, concernant surtout les problématiques d'humidité dans le logement. La difficulté de ce contentieux tient au fait que l'humidité, elle peut être provoquée par des éléments structurels, par des défauts d'isolation des murs, par exemple, et en ces cas, les désordres induits et liés à l'humidité excessive relèvent de la responsabilité du bailleur. Mais dans d'autres situations, le problème vient d'une utilisation anormale des lieux par le logement. Aussi, et face à ces petits points de faiblesse du texte, face au risque d'une certaine casuistique dans son application, il faut sans doute considérer que la loi TECV était un premier pas, une première étape, et qu'il est favorable, notamment pour les questions de sécurité juridique, que le dispositif ait été complété par la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, qui est donc la seconde étape. La loi du 8 novembre 2019, elle est venue compléter l'article 6 de la loi 89 pour faire expressément référence à un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an. Et encore une fois, elle a laissé le soin à un décret de fixer ce seuil de consommation énergétique maximale. Ce seuil a été défini par un décret en date du 11 janvier 2021. Et selon ce texte, en France métropolitaine, le logement doit avoir une consommation d'énergie estimée par le DPE inférieure
à 450 kWh d'énergie finale par mètre carré et pas. Le texte prévoit évidemment ces modalités d'entrée en vigueur le 1er janvier 2023 et c'est un point positif explicite qu'il ne concernera que les nouveaux contrats de location conclus à compter de cette date. Un focus sur les prérogatives du juge en cas de naissance, puisque la loi est venue aussi modifier l'article 21 de la loi 89 sur ce point. Le juge réforme du DBE qui visait à ce document quelque chose de plus fiable, notamment en s'appuyant sur les caractéristiques physiques du logement et non plus sur les habitudes du ménage occupant. La réforme visait à rendre le DPE opposable, c'est-à-dire qu'il engage la responsabilité contractuelle du bailleur. La réforme cherchait à mieux prendre en compte les enjeux climatiques. En ce sens, le calcul des nouvelles étiquettes de performance énergétique ne dépend plus uniquement de la consommation d'énergie, mais intègre également une composante climatique en tenant compte des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, il s'agissait bien sûr de rendre le document plus lisible grâce à un nouveau design. C'est donc aussi pour cette cohérence avec la réforme du DPE qu'est intervenue la 3e étape, la loi Climat et Résilience du 22 août dernier. Et selon ce texte, le bailleur sera tenu de remettre au locataire un logement décent, répondant non plus à un critère de performance énergétique défini par un seuil de consommation, mais par un niveau de performance minimale tel qu'établi par la réforme du DPE. En métropole, donc, le niveau de performance d'un logement décent devra être compris entre la classe 1 et la classe F à compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe E à compter du 1er janvier 2023, et enfin entre la classe A et la classe D à compter du 1er janvier 2034. Un point sur les prérogatives du juge qui évolue également avec ce nouveau texte climat et résilience. Le juge ne pourra pas ordonner la réalisation de travaux dans 2 cas. D'abord, celui qu'on a évoqué tout à l'heure et qui est repris, c'est-à-dire lorsque le logement est en copropriété et que le bailleur démontre que malgré ses diligences, il n'a pas pu atteindre le seuil minimal, mais aussi, et c'est nouveau, lorsque le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l'atteinte du niveau de performance énergétique. Et ce dernier élément exonératoire devra faire l'objet d'un décret à paraître et qu'on conviendra d'être vigilant sur ce point. Une dernière précision pour être complet sur les apports de la loi climat et résilience sur cette question de la décence énergétique. Dans les 2 cas qu'on vient de voir, le juge pourra prononcer d'autres mesures alternatives aux travaux, comme la suspension ou la réduction du montant du loyer. Voilà résumé en 3 diapos l'agenda qui est devant nous et qui concerne donc ces nouvelles exigences de décence énergétique appliquées au rapport locatif. L'agenda est ambitieux, on en est tous, je pense, conscients. Aussi, il me paraît important d'évoquer les mesures qui sont mises en place pour appuyer, pour accompagner ce mouvement de rénovation énergétique du parc locatif. Et à ce titre, je souhaiterais évoquer avec vous deux dispositifs qui se déploient. D'abord, le nouveau service public de la rénovation de l'habitat France Rénov', et ensuite, le nouveau dispositif d'incitation fiscale Locavantage, qui est remanié par la loi de finances pour 2022. En application de la loi climat et résilience, le service France Rénov' se déploie depuis le 1er janvier 2022 et avec un partenariat fort, un appui très fort des collectivités locales. Cette nouvelle marque, c'est une nouvelle bannière qui regroupe l'ensemble des acteurs de la rénovation énergétique. Elle fusionne ce que vous connaissiez, j'imagine, les anciens espaces Conseil Faire et les points rénovation information de l'ANA, les PRIS. Ce nouveau réseau intègre donc les ADIL, les agences départementales d'information sur le logement, qui sont d'ailleurs visées par la loi climat et résilience, comme les interlocuteurs privilégiés sur les questions en lien avec la décence énergétique de l'habitat. Ce nouveau service France Rénov', il va viser à apporter au public un parcours d'information le plus harmonisé possible. Il s'appuie sur
un site internet de référence, francerénov.google.fr, et un numéro de téléphone national qui permet aux ménages d'entrer en contact avec l'un des 450 guichets présents sur le territoire. Ces guichets, ils apportent d'ores et déjà des informations aux ménages sur l'ensemble de leurs problématiques de rénovation, le volet technique, le volet juridique et bien sûr le volet du financement des travaux. Via ces guichets donc, les bailleurs sont informés sur les bonnes aides à mobiliser dans les projets de rénovation. Les aides de l'Agence nationale pour l'habitat, l'ANA, et bien sûr MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie, les C2E et leur coup de pouce, les différents prêts éco-PTZ, prêts d'Action Logement, et puis ce qu'on n'évoque peut-être pas assez souvent, les aides des collectivités locales. Et permettez-moi une petite parenthèse pour vous rappeler que l'ANIL met à disposition sur son site internet un outil de recensement de l'ensemble des aides locales aux travaux qui sont mobilisables. Et aujourd'hui, cela représente plus de 1300 aides recensées. La question de l'accompagnement des ménages est également au cœur du dispositif France Rénov'. Sur l'année 2022, de nouveaux acteurs sont amenés à se structurer pour permettre aux ménages d'être accompagnés de bout en bout dans leur projet de rénovation avec un nouveau label, Mon accompagnateur rénove, et dans ce cadre-là, un projet de décret est en cours de consultation publique. Autre élément d'appui, d'accompagnement de ces enjeux de rénovation énergétique du parc locatif, mais cette fois ici la loi de finances, je voudrais évoquer avec vous le dispositif d'incitation à la mise en location de louer abordable qui devient donc LocAvantage. Je me permets de rappeler l'objectif global de la mesure. Il s'agit de permettre aux propriétaires bailleurs de bénéficier d'une réduction d'impôt importante s'ils mettent en location leurs biens à un montant inférieur au loyer de marché local et sous certaines conditions de ressources. Pour mettre en place le dispositif, le propriétaire doit signer une convention avec l'ANA. Dans ce cadre, il s'engage à louer son bien pour une durée minimale de 6 ans, en respectant les plafonds de loyer. À ce titre, le bailleur devra faire un choix entre 3 niveaux de loyer possibles, dit LOC 1, LOC 2, LOC 3. Ces niveaux de loyer étant calculés en application d'une décote au regard des loyers observés à l'échelle de la commune. J'insiste parce que c'est là l'une des grandes nouveautés du dispositif au regard du précédent louer abordable. Le bénéficiaire devra être un locataire ayant des plafonds de ressources, inférieurs à des plafonds de ressources qui restent encore à définir par un décret à paraître. Et enfin, le bailleur ne pourra pas mettre en place ce dispositif pour accueillir un membre de sa famille. Concernant les avantages pour le bailleur, je vous propose de retenir une maxime: plus le loyer est réduit, plus la réduction d'impôt est élevée. Le taux de réduction d'impôt va dépendre du niveau de loyer choisi par le bailleur. Je vous propose un exemple. Pour un bailleur qui a choisi le segment loyer dit LOC 2, c'est-à-dire une décote de loyer de 30% appliquée au loyer de référence observé sur sa commune, ce bailleur-là pourra bénéficier d'une réduction d'impôt de 35%. Et bien sûr, dans la même lignée que le dispositif antérieur, les taux de la réduction d'impôt sont bonifiés en cas d'intermédiation locative, c'est-à-dire lorsqu'intervient un tiers dans la relation entre le bailleur et l'occupant, notamment une agence immobilière à vocation sociale. Comme je l'évoquais, beaucoup de textes sont encore en attente sur ce dispositif LocAvantage, et j'imagine qu'avec l'équipe du moniteur, on pourra envisager de revenir de façon plus précise sur le dispositif LocAvantage à l'occasion d'un prochain webinaire, parce que ce devrait être un outil important pour la politique qui s'annonce de lutte contre la vacance des logements. Je vous propose maintenant d'évoquer les nouvelles mesures en lien avec les loyers en faisant deux focus. D'abord, des liens qui apparaissent de plus en plus étroits entre la fixation du loyer et la performance énergétique. Et puis ensuite, un déploiement de plus en plus large de l'expérimentation de l'encadrement du niveau des loyers. Sur le premier point,
je me permets de rappeler un des apports de la loi énergie et climat, donc de 2019, qui concernait les zones tendues, c'est-à-dire les zones où s'applique l'encadrement de l'évolution des loyers. Dans ces zones, vous le savez, de principe, à la relocation comme au renouvellement du bail, le loyer proposé ne peut pas excéder le dernier loyer appliqué, le cas échéant révisé à les règles. Mais la réglementation, qui est portée par un décret du 27 juillet 2017, permet des dérogations dans 2 cas, en cas de travaux d'amélioration ou en cas de loyer manifestement sous-évalué. Eh bien, la loi énergie et climat de 2019 a coupé, si je puis dire, ces dérogations. Et depuis le 1er juillet 2021, aucune dérogation n'est possible pour les logements dont la consommation énergétique est supérieure ou égale à 300 kWh d'énergie par mètre carré et par an. La loi climat résilience que j'évoquais tout à l'heure, d'août dernier, va un cran plus loin. Elle prévoit qu'en métropole, et à compter du 25 août prochain, pour les logements classés F ou G, il ne sera plus possible d'appliquer un loyer supérieur à celui du précédent locataire à la relocation, de procéder à la révision annuelle du loyer et de proposer une augmentation de loyer lors du renouvellement du bail. Ensuite, et toujours en lien avec les loyers, je souhaite évoquer avec vous le déploiement de l'expérimentation de l'encadrement des loyers qui a été permise par la loi Elan de 2018 sur demande des collectivités locales. Vous le savez, après Paris et Lille, l'année 2021 a été marquée par l'ouverture du dispositif à de nouveaux territoires. L'encadrement s'applique sur le territoire de pleine commune depuis le 1er juin 2021, à Lyon, à Villeurbanne, depuis le 1er novembre, et sur le territoire d'Est Ensemble depuis le 1er décembre. Et d'autres communes seront prochainement concernées, Bordeaux, Montpellier. Pour ces communes, toutefois, il faut attendre la publication des arrêtés préfectoraux qui fixeront les loyers de référence applicables à ces zones. L'actualité est surtout celle de la loi 3DS, comme différenciation, décentralisation, déconcentration et diverses mesures de simplification de l'action publique. Cette loi a été adoptée définitivement début février et elle devrait être prochainement promulguée sous réserve d'une saisine du Conseil constitutionnel. Et ce texte 3DS va prolonger l'expérimentation de l'encadrement pour les 3 années supplémentaires, c'est-à-dire jusqu'au 25 novembre 2026, et elle va réouvrir la possibilité pour des collectivités de déposer leur candidature en vue de mettre en place le dispositif. Les collectivités auront ainsi jusqu'au 25 novembre 2022 pour transmettre leur dossier de candidature au ministre en charge du logement. Au-delà, le texte 3DS prévoit quelques aménagements techniques de l'encadrement du niveau des loyers, en rappelant que, en colocation, la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieure au montant du loyer applicable au logement, et que la commission départementale de conciliation, la CDC, est compétente pour l'examen des litiges relatifs au respect du loyer de référence majoré lors de la conclusion du bail. Enfin, le projet de loi 3DS aménage les modalités de contrôle de l'encadrement en autorisant le préfet à déléguer sa compétence, notamment aux collectivités. Pour conclure, quelques mots très rapides sur les annonces locatives, car 2 textes ont été récemment publiés sur le sujet. Et ils font d'ailleurs écho aux mesures qu'on a évoquées précédemment. Un premier arrêté du 22 décembre 2021 qui complète la loi climat et résilience et qui prévoit que les annonces locatives portant sur des logements classés F et G doivent comporter la mention « logement à consommation énergétique excessive ». Et cette mesure s'applique depuis le 1er janvier 2022 en métropole. Un autre arrêté encore plus récent du 26 janvier 2022 qui vise à renforcer l'information du public sur l'encadrement du niveau des loyers dans l'objectif de rendre la réglementation plus objective. Ce texte prévoit que, à compter du 1er janvier 2022, les annonces locatives publiées par les professionnels
doivent mentionner le montant du loyer de référence majoré, c'est-à-dire le loyer à ne pas dépasser, le montant du loyer de base, c'est-à-dire hors charge, et le cas échéant, le montant du complément de loyer applicable, si les caractéristiques de localisation ou de confort de bien le justifient. Pour finir, je me permets d'attirer votre attention sur le projet de loi 3DS qui envisage d'introduire une nouvelle disposition au sein de la loi du 6 juillet 89, un nouvel article 2-1, et qui serait dédié à cette question des annonces locatives. Selon cette mesure, les annonces publiées par les particuliers, cette fois, et non plus les seuls professionnels, devront également mentionner les éléments d'information sur l'encadrement du niveau des loyers. Voilà en synthèse les éléments d'actualité qui me paraissaient importants de vous transmettre, de vous signaler. Je vous remercie vivement pour votre attention. Je reste bien sûr volontiers disponible pour répondre à vos questions et je me permets de passer la parole à Estelle. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire organisé suite à l'apparition du traité des baux d'habitation et professionnels. La rédaction de cet ouvrage a été une très belle aventure collective et ça a été un vrai plaisir de collaborer, d'échanger sous la direction de Philippe avec tous les auteurs. Donc, je me présente, je suis Estelle de Bossard-Geniec, je suis docteur en droit, responsable du pôle aménagement et droit public à l'office notarial Monassier et Associés et membre de la section droit public de l'IEJ du Conseil supérieur du notariat. J'ai eu le plaisir d'intervenir avec Barbara Fourcade, qui est responsable du pôle gestion locative au sein de la direction juridique et fiscale de l'USH, sur la partie du traité consacrée au bail HLM. Et aujourd'hui, je vous propose de faire un point d'actualité sur les dispositions applicables au statut HLM des baux d'habitation et plus particulièrement de voir l'actualité portant sur l'accès au logement social. Je vous précise que les règles relatives à l'accès au logement social sont étudiées au chapitre 27 du traité. À titre liminaire, il me semble important de souligner que les conditions d'accès au logement social sont régulièrement revues. Il s'agit probablement des dispositions les plus mouvantes du droit applicable au baux HLM. Je n'ai pas le souvenir d'une année sans réforme ou modification des conditions d'accès. Pourquoi une telle instabilité juridique? Alors, c'est avant tout la conséquence des difficultés d'accès au logement social. On est en face d'une gestion de pénurie. On a eu 3 études en 2021 qui remettent en exergue les difficultés qui sont récurrentes d'accès au logement social. L'Ancols, d'abord, en juillet 2021, a diffusé une note sur les attributions des logements sociaux qui analyse les demandes, les attributions et le délai moyen d'attribution. Sans surprise, l'Ancols conclut que le taux et les délais d'attribution sont très différents selon les marchés. Dans la zone la moins tendue, on a à peu près de 21% des demandeurs obtiennent satisfaction après une attente moyenne de 6 mois et demi. À Paris, en proche banlieue, c'est seulement 5% des demandeurs qui voient leur demande aboutir en 2019 après avoir attendu un peu plus de 3 ans. En fait, pour grossir un peu le trait, je dirais au regard de cette analyse que si je dépose une demande, j'ai plus de chances d'accéder à un logement social si je vis seule, avec un revenu modeste, mais stable, et si j'habite Vierzon ou Aurillac. Ce constat est partagé en fait par l'USH. Chaque année, l'USH souligne les difficultés d'accès au logement social et dans son analyse d'octobre 2021, l'USH met en exergue l'augmentation de 20% de la demande de logements sociaux en 8 ans. Sur la même période, pour avoir un peu une référence, le nombre de logements sociaux a simplement augmenté de 9%. Bien évidemment, plus on est en secteur tendu, plus c'est compliqué de faire valoir un droit au logement. Et la Cour des comptes, dans son rapport qu'elle a remis en janvier 2022, met en exergue que ce droit n'est toujours pas effectif et propose encore certaines adaptations. Ce qui fait effectivement penser qu'on va avoir de nouvelles modifications au régime d'accès au logement social. Donc ces difficultés, elles sont bien évidemment liées à un déséquilibre entre l'offre et la demande et elles sont particulièrement notables en secteur tendu. Si on prend les cartes, les différentes cartes qui ont été établies par l'USH, donc il y a 2 cartes que je souhaiterais juste présenter, l'intensité de la demande et le taux de succès par région. L'intensité de la demande, c'est une carte qui est issue de la note de l'USH d'octobre 2021 et la seconde est issue du rapport Les HLM en chiffres qui est édité chaque année également par l'UNI. Globalement, au niveau national, le taux de succès est d'environ 18%, soit un peu moins d'une demande sur 5.
Alors, un dernier chiffre également, avant de voir l'actualité. Fin 2020, 10% des ménages demandeurs ont une demande active depuis au moins 58 mois, ce qui fait à peu près 5 ans. Et donc, ces différentes tensions vont expliquer effectivement les évolutions. Parmi les éléments, en fait, qu'on met souvent en exergue, c'est le plafond de ressources, donc, qui est revu effectivement chaque année et qui est mis à jour. Je ne m'attacherai pas trop à cette mise à jour. Je rappelle juste, en fait, que pour le PLS, on majore les plafonds applicables au plus de 30%. Les modalités d'appréciation des différentes catégories de ménages, de revenus à prendre en considération et les justificatifs n'ont pas évolué, et je vous renvoie du coup au développement qui figure dans le traité. Pour information, le dernier chiffre disponible, 3 demandes sur 4 émanent de ménages sous le plafond PLAI. Donc, on est vraiment effectivement en plein cœur de cible, on va dire, du logement social. Quelles sont les principales novations? C'est d'abord le report des dates d'échéance qui était prévu pour la gestion des réservations en flux et la cotation. Pour répondre effectivement à la pression, la loi Elan avait prévu 2 dispositifs, donc la réservation en flux et la cotation. Je vais vous présenter sommairement ces 2 dispositifs qui sont présentés de manière plus pointue dans le traité. Sur la gestion des réservations en flux, on rappellera qu'avant la loi Elan, les conventions de réservation pouvaient être en stock ou en flux. En stock, ça signifie que la réservation porte sur un logement identifié. Et donc, dans mon système de gestion, système informatique, je vais avoir sur le logement considéré l'information que ce logement est réservé. En flux, cela implique que la réservation porte sur un pourcentage du flux annuel. Et donc, c'est au bailleur de suivre par rapport au flux à quel réservataire il doit s'adresser pour qu'on lui présente des candidats. La loi Elan a prévu que toutes les nouvelles conventions seraient gérées en flux et que toutes les réservations antérieures à son entrée en vigueur basculeraient en flux. Et cette bascule était prévue au 24 novembre 2021, ce qui impliquait bien évidemment la signature de nouvelles conventions. Le décret du 20 février 2020 définit donc de manière assez précise l'assiette de base au calcul des flux. Et il accorde une certaine liberté aux acteurs pour faire passer la gestion des réservations du stock au flux. Donc, il y a un mode de calcul qui est prévu, mais qui est uniquement prévu en l'absence d'accord entre le réservataire et le bailleur. Ce mode de calcul repose sur une analyse mathématique assez simple. Globalement, on réserve un pourcentage du flux qui est le même que le pourcentage de logements réservés. Si vous avez 15% du parc qui est réservé en stock, vous allez avoir 15% du flux annuel. Mais il y a d'autres scénarios qui peuvent être envisagés, et on peut notamment prévoir une pondération au regard du taux de rotation du logement réservé. Si je prends par exemple, si vous êtes réservataire d'un logement sur un T4 à Paris, globalement, il y a très peu de taux de rotation sur ce type de logement, et donc on peut estimer effectivement que vous n'allez pas avoir le même pourcentage parce que vous avez peu de rotation et donc peu de possibilités de présenter des candidats. Le deuxième dispositif qui avait été prévu par la loi Elan, c'était le système de la cotation. Et donc, le système de la cotation est conçu vraiment comme une aide à la décision et un outil de service au service de la transparence. On a beaucoup de demandeurs et donc l'idée, c'était effectivement d'assurer aux demandeurs une certaine transparence dans la gestion et qu'il n'y ait pas l'impression de coup de fil. Donc, l'objectif, c'est de définir une série de critères d'attribution de la demande et d'appliquer une pondération afin d'attribuer une note à chaque demande. Pourquoi, effectivement, on est arrivé à un système où les dates qui étaient prévues, donc qui étaient le 1er septembre 2021 et le 24 novembre 2021, n'ont pas pu être tenues. Bon, on a rencontré en fait un certain nombre de difficultés. D'abord, on a eu la situation sanitaire avec le Covid. On a eu un impact des élections qui ont été décalées dans le temps, et il y a eu également l'impact de ces mesures sur l'organisation des bailleurs. Pour bien comprendre en fait cet impact, il faut savoir que tous les bailleurs n'ont pas la même organisation. Il peut exister une commission d'attribution comme il peut en exister plusieurs. Les processus ne sont pas forcément centralisés. On n'a pas forcément un seul suivi par un seul logiciel. Et donc, ce qui s'y impliquait parfois de modifier l'organisation des bailleurs, mais également de modifier les systèmes d'information.
En parallèle, pour les bailleurs sociaux, on était également en pleine réforme puisque la loi Elan prévoyait des obligations de regroupement. Donc, cette réforme est vraiment venue en cumul pour les bailleurs sociaux. S'agissant en fait de l'impact des élections sur ces deux dispositifs, il faut savoir qu'en fait la définition de la cotation, elle est intégrée dans le plan de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs qui est élaboré sous l'égide des EPCI et que les conférences intercommunales du logement sont acteurs non seulement du suivi mais également de l'élaboration des conventions de réservation. Donc dès lors qu'effectivement on a eu un retard dans les élections, on a eu un retard derrière dans la mise en œuvre de ces deux dispositifs. Ces reports, en fait, ont été prévus en deux temps. D'abord, il y a eu le décret du 30 juillet 2021 et ça a été confirmé par le projet de loi 3DS. Pour la gestion en flux, le décret du 30 juillet 2021 modifie le décret qui avait été prévu en prévoyant un report en se mettant à la même date que celle de la loi Elan et donc de prévoir un report au 24 novembre 2021. Et la loi 3DS vient modifier la date du 24 novembre 2021 et transforme le 2021 en 2023. Mais tant que la loi 3DS n'est pas publiée, le délai reste en principe celui qui était fixé par la loi Elan. Et donc, il y avait quand même une crainte qui était l'application des sanctions si effectivement la nouvelle convention n'intervenait pas avant la date butoir. Et cette sanction, en cas d'absence de transmission au préfet des conventions conformes, c'était que toutes les conventions réservées en stock dans le cadre de la convention existante s'ajoutaient au flux annuel de logements réservés par le préfet, et ce, jusqu'à la conclusion par les parties d'une convention conforme. Donc, pour éviter cette sanction, le décret en fait, du 30 juillet 2021 a rendu cette sanction uniquement possible. Pour la cotation, l'article 111 de la loi Elan prévoyait que le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs, un système de cotation au plus tard, le 31 décembre 2021. Donc le décret du 17 décembre 2019 l'avait fixé au 1er septembre 2021. Donc le 30 juillet, on rebascule sur la ACL sur le délai prévu par la loi Elan et le projet de loi 3DS redécale également de 2 ans pour arriver effectivement au 31 décembre 2023. Outre ces deux reports de date d'échéance pour la gestion des réservations en flux et la cotation, on a également des nouveaux objectifs d'attribution qui sont apparus. D'abord, on a une loi récente du 7 février 2022 qui a rajouté une nouvelle catégorie de personnes prioritaires qui sont les mineurs émancipés ou les majeurs de moins de 21 ans pris en charge avant leur majorité par l'ASE. Donc, cette mesure était issue de 2 propositions de loi qui ont été transformées en un amendement dans le cadre de l'examen de la loi sur la protection des enfants. Les objectifs de cette disposition sont de réduire les difficultés d'accès au logement que rencontrent les jeunes sortant de l'ASE, de lutter contre la précarité résidentielle de ces jeunes et à permettre aux bailleurs sociaux de se mobiliser pleinement en faveur de leur hébergement et de leur accompagnement. Il y a une attestation de l'ASE donc qui devra forcément justifier la situation. Au regard de cet ajout d'une nouvelle catégorie de personnes priorité, à date, on a 14 catégories de personnes qui sont prioritaires et qui sont qualifiées comme telles par l'article L441.1 du CCH, en complément de celles qui bénéficient d'une décision DALO. Et je rappelle que c'est le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement ou la convention intercommunale d'attribution qui détermine les conditions dans lesquelles les critères de priorité s'appliquent. Outre l'ajout d'une nouvelle catégorie de personnes prioritaires, on a eu la création de nouveaux objectifs d'attribution. Donc, en premier lieu, on a eu la loi du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, qui vient modifier donc l'article L441.1 du Code de la construction et de l'habitation pour ajouter
la fixation par la Convention intercommunale d'attribution d'un objectif d'attribution aux personnes exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. Et renvoie à un décret en Conseil d'État sur les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. Le projet de loi 3DS, dans son article 22, prévoit également la fixation dans la Convention intercommunale d'attribution d'un objectif d'attribution aux personnes exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie et de la nation. Donc en fait, on souhaite intégrer les travailleurs clés à la politique d'attribution des logements sociaux. Donc, je rappelle juste que la Convention intercommunale d'attribution a été créée par la loi Égalité et Citoyenneté et qu'elle permet effectivement d'individualiser pour les bailleurs sociaux des engagements annuels quantifiés et territorialisés sur certains objectifs d'attribution, et notamment sur le respect du quota de 25% des logements à attribuer aux plus modestes. Donc, ces deux nouveaux objectifs vont venir impacter également ces conventions CCI1. Face à ces nouveaux objectifs, on a quand même deux nouveaux outils qui ont été mis en place. D'abord, l'Observatoire des initiatives locales, qui a été mis en place par l'USH en partenariat avec l'Assemblée des communautés de France, l'Association des maires de France et France Urbaine. L'Observatoire a pour objet d'étudier la gestion de la demande et les attributions de logements sociaux et en fait a un peu vocation à devenir un lieu d'échange et de partage pour améliorer la connaissance des modalités de déploiement et de la réforme dans les territoires. L'objectif, c'est de faire remonter des difficultés, de mettre en lumière les leviers, les points d'appui et de valoriser une dynamique entre acteurs. Il doit également permettre d'accompagner la mise en œuvre du projet de loi 3DS. Cet observatoire doit permettre en fait vraiment de mieux déployer la réforme des attributions et a été installé le 8 décembre dernier. Le second outil qui me semble intéressant et qui obtient une reconnaissance législative avec le projet de loi 3DS, c'est le contrat de mixité sociale. C'est un outil contractuel qui était prévu déjà par l'instruction du gouvernement de juin 2015 et qui était conçu entre l'État et les communes carencées, donc qui ne respectaient pas les obligations d'atteindre le quota de logement dans le cadre de la loi SRU. Depuis la loi Elan, le CMS n'était plus automatiquement communal, il pouvait devenir intercommunal puisque c'était vraiment en lien avec un dispositif à titre expérimental de mutualisation au niveau intercommunal des obligations SRU de logements locatifs sociaux. Alors pourquoi évoquer un peu ce contrat qui porte à titre principal sur le développement de l'offre? En fait, c'est parce que parmi les engagements qui sont pris dans le cadre de ce contrat de mixité sociale, figurent également ceux relatifs aux attributions de logements locatifs au public prioritaire. Et donc, effectivement, on a un véritable lien, et c'est un peu la conclusion que je souhaitais avoir, entre l'attribution et l'offre. En fait, définir une politique d'attribution, ça nécessite de s'assurer également que l'offre locative sociale existe, est suffisante en capacité et permet de répondre aux besoins. Et c'est cette analyse de la demande qui peut aussi permettre de fixer des objectifs en matière de production de nouveaux logements. Aujourd'hui, effectivement, donc si on a des difficultés d'attribution, c'est parce qu'on a une pénurie d'offres dans les secteurs tendus. Et en matière d'offres, je retiendrai juste que le projet de loi 3DS adapte la loi SRU. Si effectivement, elle le pérennise d'abord, mais elle supprime la date butoir de 2025. Elle donne effectivement un cadre législatif au CMS qu'on vient de voir. Et elle modifie un peu les sanctions. C'est là-dessus sur lequel il y a eu pas mal de réactions, puisque les sanctions qui étaient prévues en cas de non-atteinte des objectifs de 20 ou de 25% de logements sociaux sont amendées. Alors, il est mis fin à la reprise par le préfet du droit du maire d'attribuer les logements sociaux. Il est prévu éventuellement la restitution au cas par cas à la demande du maire du droit de préemption et de l'attribution des permis de construire. Il n'y a plus de majoration automatique de 100% des pénalités en cas de deuxième carencement. Et on prévoit également une possibilité de mutualisation
de l'objectif de la loi SRU au niveau intercommunal, sachant qu'effectivement, les EPCI sont vraiment devenus les territoires de référence au niveau du logement et de la demande de logements sociaux. Et c'est vraiment un point qui aujourd'hui est majeur. Voilà un peu les points que je souhaitais vous indiquer sur tout ce qui était l'actualité liée à l'attribution des logements locatifs sociaux. Je vous remercie. Merci, merci à vous trois pour cette présentation pratique et experte. Alors, on a d'ores et déjà reçu des questions. Si vous souhaitez en poser, n'hésitez pas. Donc, la petite procédure est affichée à l'écran. On va commencer à les traiter. La première question qui est posée, c'est sur le permis de louer. On en a beaucoup entendu parler. Où en est-on aujourd'hui? Alors, je ne sais pas, peut-être Philippe, vous pouvez... Oui, volontiers. Volontiers pour répondre sur ce sujet qui est un sujet compliqué. Il y a quelques années, j'avais été conduit à accomplir une mission publique sur le sujet qui m'avait conduit à aller voir comment vivait le permis de louer en Belgique où il était en application. Et je suis revenu de là avec le sentiment tiré des confidences des acteurs du logement sur place que ça a été une catastrophe, puisque ne demandaient le permis de louer que les bailleurs qui étaient certains de l'obtenir. Les autres ne s'aventuraient pas à demander un permis, sachant qu'ils ne l'obtiendraient pas. Et il s'est donc fabriqué sournoisement un marché secondaire clandestin de la location, une sorte de marché de marchands de sommeil qui s'est développé à grande échelle sur les périmètres urbains où le permis de louer fonctionnait, au point que la Belgique a revu sa copie et a fait marche arrière sur ce sujet. Alors, il faut donc être très prudent quand on met une mesure aussi importante que cela, et peut-être que la France a trouvé le bon équilibre en donnant simplement la possibilité à des intercommunalités, à des EPCI, de mettre en œuvre le permis de louer dans leur périmètre géographique. Voilà, c'est une possibilité. Je ne vais pas en décrire l'application. Nous y consacrons dans le traité 5 ou 6 pages qui expliquent comment le régime est mis en place, quel est le mode d'autorisation préalable qu'on peut demander et qu'il faut obtenir, et sur la base de l'autorisation, quelles sont les déclarations de mise en location qu'il faut opérer. Merci beaucoup Philippe. Ensuite, on a reçu deux questions qui, je pense, s'adressent à Louis. La première sur comment actualiser son loyer quand on est en zone tendue soumise à l'expérimentation donc du blocage des loyers. Et puis la seconde sur est-ce que le simple DPE suffit à qualifier la passoire, le bien de passoire énergétique? Est-ce qu'il y a alors, je vais au-delà de ce qu'a écrit notre auditeur, mais quel est le document qui atteste de la qualification d'un bien comme passoire énergétique? Merci beaucoup Anne-Charlotte. Alors sur la première question, comment actualiser un loyer bloqué en zone tendue, c'est une bonne question aussi parce que c'est une question complexe. Et la complexité, elle tient à la dualité potentiel des dispositifs d'encadrement applicables en zone tendue. Donc, je me permets de revenir sur chacun de ces objectifs. Le premier encadrement, l'encadrement dit de l'évolution des loyers, donc qui est pris chaque année par décret en application de l'article 18 de la loi de 89. Cet encadrement, lui, il s'applique sur l'ensemble des zones tendues, c'est-à-dire les zones où s'applique la taxe sur les logements vacants, et il vise en substance à lisser l'évolution des loyers sur ces zones-là.
Et l'outil de solissage, c'est un principe qui est assez fort et qui tient en synthèse à ceci, à la relocation, le loyer proposé, il doit être égal au loyer qui était précédemment appliqué au précédent locataire, le cas échéant révisé. Et ce principe, bien sûr, je l'évoquais tout à l'heure dans ma présentation, on reçoit des exceptions, des dérogations, notamment en cas de travaux d'amélioration faits, réalisés dans le logement, ou si le loyer précédemment appliqué était manifestement sous-évalué. Et puis à ce dispositif général qui s'applique sur l'ensemble des zones tendues, un autre peut s'appliquer depuis la loi Elan sur l'initiative d'une collectivité locale. Et tout à l'heure, je vous ai listé les zones concernées. Cet autre encadrement, lui, il a un autre objectif, c'est de lutter contre les loyers excessifs. Les loyers qui sont donc au-delà des plafonds arrêtés par le préfet sur la base d'une observation fine des marchés locatifs locaux. Et c'est vrai que quand on est en zone tendue et que les deux dispositifs ont vocation à s'appliquer, effectivement, ça devient complexe. C'est la raison pour laquelle dans l'ouvrage, dans le traité, on a essayé d'être le plus précis, le plus technique possible, donc dans le chapitre 19 dédié au loyer sur cette question-là. Et puis, je me permets de rappeler que les juristes du réseau des ADIL sont bien sûr là pour, au cas par cas, expliquer la dualité de ces dispositifs d'encadrement. Je me permets donc de rebondir sur l'autre question que j'ai essayé d'évoquer aussi pendant la présentation, celle du calendrier des exigences de performance énergétique qui sont devant nous. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, en droit positif, il n'y a pas de critères objectifs et chiffrés qui permettent de qualifier un logement de passoire thermique. Les choses vont changer à compter du 1er janvier 2023 avec une notion fixée et un seuil de consommation d'énergie finale fixé par le décret du 11 janvier 2021. La difficulté, c'est que ce seuil de consommation d'énergie finale, aujourd'hui, il n'est pas facilement lisible dans les DPE nouvelles moutures. Donc, c'est, faut le dire, plus délicat pour le public d'appréhender, de comprendre l'identification des logements non décents au terme de la performance énergétique à compter 2023. En 2025, les choses seront plus claires, plus lisibles pour tous, parce que en prenant son DPE, nouvelle mouture, on pourra savoir si oui ou non le logement est en cohérence avec les nouvelles exigences de performance énergétique. Merci. Une autre question, alors n'hésitez pas à poser vos questions, elles vont être traitées. Je pense qu'elle est plus destinée à Estelle. La question est la suivante. Les logements sociaux sont-ils concernés par les exigences de décence? Suivent-elles le même calendrier? Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Donc, la question concerne les exigences de décence par rapport aux logements sociaux. Sont-ils concernés et quel est le calendrier? Donc, je pense que c'est plutôt pour vous, Estelle, mais si Louis veut prendre la parole. Donc, l'habitat social va être concerné. J'avoue ne pas avoir une connaissance fine du calendrier d'application au niveau du logement social, de ces dispositifs. Peut-être que vous, Louis, avez plus d'éléments sur ce point. Pardon, j'aurais ouvert mon micro. Peut-être pour reprendre le raisonnement juridique, la question c'est de savoir si les nouvelles rédactions de l'article 6 de la loi 80
89 s'applique au parc locatif social. De mémoire, mais c'est sous la validation d'Estelle, qui est beaucoup plus experte que moi sur le sujet, la réponse est oui. Et donc, si cette réponse est oui, le calendrier est identique. Mais on peut dire qu'en pratique, les occasions d'appliquer ce critère de décence au parc social sont devenues moins nombreuses que dans le parc privé. La qualité moyenne, notamment énergétique, du parc social était, il y a 15 ans déjà, bien meilleure en moyenne que celle du parc privé, puisque le parc privé était autour de 250 kWh par mètre carré et par an, là où le parc social était à 170 kWh par mètre carré et par an. Les progrès ont continué dans le parc social, donc on peut penser que le calendrier fixant les critères de la décence énergétique des logements sociaux ne trouvera guère à s'appliquer dans le parc social. Merci pour ces précisions. On arrive au bout des questions et au bout de notre présentation. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi ce webinaire, à remercier vous, les intervenants, Philippe, Louis et Estelle, pour cette présentation très pratique, mais non seulement experte. Et puis bon, donc à vous signaler que le traité est disponible dans toutes les bonnes librairies ou sur notre site internet. Et à mon tour d'ajouter un mot de remerciement à Anne-Charlotte Gonauer, qui a été notre éditrice pour la confection de ce traité, et puis au professeur Hugues Périnet-Marquet, qui a bien voulu honorer de sa plume le traité en nous rédigeant une belle préface. Voilà, à bientôt pour d'autres rendez-vous autour de ce traité, et nous souhaitons à chacune et chacun de vous de faire preuve d'efficacité dans le maniement des baux d'habitation et des dispositifs juridiques qui les concernent.